Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde et merci pour l'invitation de la SSVQ. Donc contrairement à Dr. Assimakopoulos, moi, je vais parler de l'utilité d'une autre classe de médicaments qui sont aussi relativement nouveaux, qui sont les inhibiteurs SGLT2. Alors, du point de vue de conflit d'intérêts, vous les voyez sur cette diapositive. J'ai reçu des honoraires pour des comités consultatifs ainsi que pour des conférences de différentes compagnies qui ont affaire avec le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Mes objectifs sont exactement les mêmes, mais pour ma classe de médicaments qui sont les inhibiteurs SGLT2, on va parler des indications de traitement. On va revoir de façon systématique leur effet sur les paramètres glycémiques, le poids, la tension artérielle et la réduction des événements cardiovasculaires. Et après, on va aller du point de vue plus pratique. On va voir quels patients cibler et comment le faire de façon sécuritaire. Alors, on va débuter avec les effets métaboliques des inhibiteurs SGLT2. Donc, en tant qu'endocrinologue, nous, on a l'expérience. Maintenant, ça fait presque 6 années qu'on utilise ces agents-là. Donc, un petit rappel sur leur mécanisme d'action. Alors, comme vous savez, les inhibiteurs SGLT2 vont venir bloquer un transporteur clé dans le tubule proximal qui est responsable pour plus de 90% de la réabsorption de glucose. Donc, en bloquant ce transporteur, on va se retrouver avec une glucosurie. Une autre façon de dire ça, c'est qu'on va changer le seuil rénal et on se retrouve jusqu'à 120 grammes de glucose par jour, ce qui mène à une réduction d'A1C et une réduction de poids. Alors, dans les études de phase 3, avant la mise en marché, qu'est-ce qu'on savait du point de vue de la puissance de ces médicaments-là? Donc, il y avait un beau programme où on a vu des combinaisons, soit donc en monothérapie, soit en bithérapie, en trithérapie et même en association avec l'insuline. Et ce qu'on voyait, c'est que peu importe l'association ou l'utilisation des inhibiteurs SGLT2, on voyait une diminution de l'A1C qui allait entre 0,6 et 1,1 %. Ceci dit, je n'ai pas une diapo qui représente ça. Ça, c'est avec des DFG normales. Par contre, c'est important de noter du point de vue clinique que quand le DFG va commencer à baisser, surtout en bas de 45, l'effet sur l'A1C va être mitigé, puis on va se retrouver avec des baisses d'A1C qui deviennent, en bas de 45, de moins en moins cliniquement significatives. Du point de vue du poids, donc, le poids, il est réduit presque de façon universelle avec l'utilisation des inhibiteurs SGLT2. La perte de poids se voit surtout dans les premiers mois du traitement, se stabilise par la suite. Et encore là, les études de phase 3 nous ont montré que peu importe la combinaison, on voit une diminution importante. Et souvent, on va citer du 2 à 4 kilos. Et c'est vraiment ce qu'on observe aussi en clinique. Finalement, la tension artérielle, c'est un peu le troisième bonus de ce médicament-là du point de vue métabolique. Encore là, dans les mêmes études, on voit une diminution. La diminution semble être plus prononcée sur la systolique et on va dire souvent qu'on va avoir des diminutions de tension artérielle jusqu'à 6-7 mm de mercure. Et encore là, on voit une diminution, peu importe l'association avec les autres médicaments sous-jacents. Alors, tout cela, ça, c'est le côté métabolique, ça, c'est le côté qu'on connaît depuis 6 ans et ça, c'est la raison qu'on a utilisé les inhibiteurs SGLT2 dès le début de leur mise en marché. Par contre, là, on est choyé en tant qu'endocrinologue, en tant qu'interniste, en tant que médecin de famille, c'est que depuis 2008, la FDA a mandaté que toutes les nouvelles molécules qui vont rentrer sur le marché américain doivent avoir une étude cardiovasculaire qui leur est propre. Donc, Dr. Assimakopoulos vous a montré ses études pour les GLP-1. Donc, voici les études pour les inhibiteurs SGLT2. Alors là, on a 3 molécules sur le marché canadien, l'empagliflozine qui est le Jardiance, la canagliflozine qui est l'Invokana, la dapagliflozine qui est le Forxiga, et toutes 3 ont leurs études cardiovasculaires qui sont complétées. Par contre, c'est intéressant parce que c'est des études qui ne sont pas exactement pareilles, dans le sens où l'étude EMPA-REG, c'était 100% prévention secondaire, donc tous maladies cardiovasculaires établies. L'étude Canvas, c'était 2/3 prévention secondaire. Et l'étude DECLARE, c'était juste environ 40% qui étaient en prévention secondaire. Donc, l'étude DECLARE, c'était les patients les moins malades, le plus de prévention primaire. Qu'est-ce qu'on a vu dans les 2 premières études? On a vu un effet qui était statistiquement significatif sur la diminution des événements cardiovasculaires majeurs. Et on voit ici, quand on fait les analyses des différentes données du paramètre principal,
on voit que c'est l'empagliflozine qui avait aussi un effet qui était statistiquement significatif sur le décès d'origine cardiovasculaire. Par contre, l'étude d'Eclair, quand elle a regardé les événements cardiovasculaires majeurs, c'était statistiquement non significatif pour la supériorité, mais cette étude avait une deuxième issue primaire qui était la combinaison d'hospitalisation, insuffisance cardiaque et mortalité cardiovasculaire. Et là, ils étaient significatifs avec un P que vous voyez est statistiquement significatif. Et en fait, cette issue primaire de Declair, elle est surtout menée par l'insuffisance cardiaque. Donc, je vous encourage de regarder ici. Donc, la dernière colonne, on a vu que dans toutes ces études cardiovasculaires, ça nous a tous étonnés quand on a vu ça pour la première fois, c'est que toutes les molécules, de façon presque superposable, quand on regardait l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque en issue secondaire, on a vu que tous les SGLT2 versus le placebo diminuaient cette issue chez ces patients-là. Alors, si on continue, puis on fait une analyse de sous-groupe et on regarde, OK, mais qu'est-ce qui est arrivé aux événements cardiovasculaires majeurs vis-à-vis si le patient avait ou non à la base une maladie cardiovasculaire établie. Donc, ici, on voit cette analyse-là dans cette méta-analyse et on voit que chez les patients avec une maladie cardiovasculaire établie, l'effet sur le MACE des 3 points est clairement présent. Par contre, quand on regarde les patients seulement avec facteurs de risque multiples, donc là, c'est l'étude Canvas et Declair et non pas EMPA-REG, car de tels patients n'étaient pas dans l'étude EMPA-REG, on voit que l'effet n'est plus présent. Donc, c'est clair qu'il n'y a peut-être pas la puissance pour répondre à de telles questions en analyse de sous-groupe, mais c'est quand même suggestif que peut-être la protection cardiovasculaire vis-à-vis des événements cardiovasculaires majeurs avec les ISGLT2 est surtout vue chez des patients qui ont déjà une maladie cardiovasculaire établie. On a eu la chance que dans les études cardiovasculaires, elles avaient toutes des issues rénales en issue secondaire. Et ce qu'on a vu qui, à nouveau, nous a étonnés, c'est le fait que toutes les études cardiovasculaires ont montré, quand on regardait les événements rénaux de ces études-là en issue secondaire, qu'il y avait une diminution de ces issues rénales et on voit que, donc, quand on fait la méta-analyse, c'est statistiquement significatif. Quelles étaient ces issues? Donc, dépendamment de l'étude, sont légèrement différentes, mais en général, c'est le doublement de la créatinine, l'insuffisance rénale terminale ou la mortalité rénale. Donc, ça, c'est un schéma qui a été fait par Dr. Verma dans un éditorial. Et ce qu'il a dit en conclusion de toutes ces études cardiovasculaires, c'est bien, on peut dire de façon assez sécuritaire que les ISGLT2, au moins pour la cana et l'empagliflozine, quand on a une maladie cardiovasculaire établie, on a un impact sur les événements cardiovasculaires majeurs. Par contre, peu importe qui est le patient avec un diabète de type 2, que ce soit en prévention primaire ou secondaire, l'effet de la diminution, la protection pour l'insuffisance cardiaque ainsi que la protection rénale semble être un effet qu'on voit, peu importe le risque cardiovasculaire du patient. Alors, cela nous mène à une autre série d'études, et ça, c'est les études rénales des ISGLT2. Alors, après des observations qui ont été faites en phase 3 et les observations qui ont été faites en issue secondaire cardiovasculaire, eh bien, évidemment, les compagnies se sont penchées sur la question, est-ce que ces agents peuvent être néphroprotecteurs chez nos patients? Donc, il y a eu la naissance de 3 études, l'étude Credence, DAPA-CKD et EMPA-Kidney. Donc, l'étude Credence, c'est avec canagliflozine, DAPA-CKD, c'est dapagliflozine et EMPA-Kidney, c'est empagliflozine. Et en fait, on a la chance d'avoir 2 des 3 études qui sont déjà publiées. Et en fait, les 2 études ont dû être terminées de façon précoce, étant donné l'efficacité du bras de la molécule de l'ISGLT2 vis-à-vis de l'avantage rénal. Donc, ils ont été arrêtés étant donné que c'était considéré non éthique de le continuer. Alors, qui étaient les patients Credence et DAPA-CKD? Donc, on a environ 4000 patients. Ici, on va donner de la canagliflozine, 100 mg chez tout le monde versus placebo. Et DAPA-CKD, c'est du DAPA 5 ou 10. C'est tous des patients qui ont une macroalbuminurie établie. Pour Credence, on parle d'un RAC de plus d'un 33.
Pour DAPA, on va parler du RAC, ratio albumine-créatinine urinaire, de plus de 22. Ce qui est différent des deux études, c'est que dans DAPA-CKD, les patients pouvaient ou non avoir un diabète de type 2. Donc, c'était intéressant qu'on a inclus des patients maladies rénales chroniques sans diabète, alors que l'étude Credence, c'était 100% avec un diabète de type 2 établi. Principaux critères d'évaluation très similaires. Credence, c'était doubler la créatinine, maladie rénale terminale, décès cardiovasculaire ou rénal. La seule différence dans DAPA-CKD, c'est au lieu de doubler la créatinine, c'était un déclin soutenu du DFG de plus de 50%. Une petite note sur EMPA-Kidney, elle n'est pas encore publiée, elle n'est pas encore terminée, mais comme l'étude DAPA-CKD, elle aussi inclut des patients qui n'ont pas de diabète. Alors, voyons les résultats. Donc, l'étude Credence publiée dans le New England, on voit que quand on regarde le critère d'évaluation principal que j'ai déjà défini, on voit qu'il y a une diminution qui est claire et qui, quand on regarde le risque relatif, un RRI de 0,7 et un P qui est très statistiquement significatif. Même chose avec l'étude DAPA-CKD, j'ai défini l'issue primaire composée. On a une diminution de risque relatif de 39%. Ici, j'ai mis un NNT pour vous donner une idée de 19 pour prévenir une de ces issues primaires. Donc, on est tous d'accord que c'est vraiment des hard outcomes. On ne parle pas de progression d'albuminurie ici, avec un P qui est très significatif aussi. Ce qui est très important et qui, en fait, de plus en plus va changer nos pratiques, surtout les internistes et les médecins de première ligne ici dans le groupe, c'est que quand on a fait l'analyse de sous-groupe dans l'étude DAPA-CKD, pour voir est-ce que la néphroprotection était différente si le patient avait ou non donc atteint du diabète, et on voit que la réponse était non. Donc, que le patient soit ou non atteint de diabète, on a vu la même néphroprotection. Il n'y avait aucun impact sur le fait, sur la protection qu'on a vue à travers l'étude DAPA-CKD. Et finalement, les dernières études les plus récentes, c'est vraiment les études sur l'insuffisance cardiaque des inhibiteurs SGLT2. Donc, comme les études rénales, le tout est né des études cardiovasculaires où on a observé, puis c'était vraiment intéressant, en dedans de quelques semaines que les courbes se séparaient, il semblait avoir une protection vis-à-vis de l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Donc, encore là, maintenant, on a 2 études qui sont publiées. Donc, qui étaient ces patients inclus dans les études d'insuffisance cardiaque? Donc, pour l'étude DAPA-HF et EMPEROR-Reduced, donc c'est les 2 études qui sont maintenant publiées, ce sont tous des patients avec fraction d'éjection réduite. Donc, ils ont tous une fraction d'éjection qui ont au moins, donc inférieure à 40%, plus ou moins, dépendamment des études, différents niveaux de pro-BNP. Ici, l'étude DAPA-HF, l'issue primaire, c'était le premier épisode d'aggravation de l'insuffisance cardiaque ou bien le décès de cause cardiovasculaire. Et on voit qu'il y avait une diminution avec un RRI de 0,74 qui était statistiquement significatif. Et on voit ici, c'est quand même étonnant quand les cardiologues voient ça. C'est vraiment intéressant qu'en dedans de quelques semaines, on voit que les courbes semblent se séparer. L'étude DAPA-HF a aussi inclus des patients qui n'étaient pas atteints de diabète. Et quand on a fait l'analyse de sous-groupe, on n'a vu aucune différence significative dans l'effet du traitement chez les personnes atteintes ou non de diabète de type 2. Donc, deuxième étude dans le même ordre d'idées, celle-ci avec empagliflozine Jardiance, encore là chez les patients avec insuffisance cardiaque et encore là des patients qui étaient, oui ou non, atteints de diabète. Donc, ce n'était pas un critère d'inclusion. Ça, c'est l'étude EMPEROR-Reduced. Et juste à noter, il va y avoir dans le futur aussi une étude qui s'appelle EMPEROR-Preserved avec fraction d'éjection qui est préservée. Ici, on parle de EMPEROR-Reduced. Comme l'étude DAPA-HF, ils avaient des fractions d'éjection en bas de 40%. Le paramètre primaire était hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou décès d'origine cardiovasculaire. Ici, on voit encore que c'est vraiment superposable les 2 études. On voit que les courbes se séparent très rapidement. On voit qu'à la fin de l'étude, c'est statistiquement significatif pour la supériorité pour cette issue primaire avec un RRI de 0,75
en faveur de l'empagliflozine versus le placebo. Encore là, analyse de sous-groupe, aucune différence significative dans l'effet du traitement chez les personnes atteintes ou non de diabète au départ. Donc, ici, je me suis permise de prendre le tableau de Dr Verma et de faire une base de plus et de dire de plus en plus, on se rend compte que peut-être il ne faut même pas avoir de diabète de type 2. Donc, des patients avec absence de diabète, s'ils ont une néphropathie chronique, eh bien, peut-être qu'on va parler de protection rénale. Et s'ils ont une insuffisance cardiaque, fraction d'éjection réduite, on a quand même une protection pour insuffisance cardiaque. Alors, pourquoi penser à un SGLT2? Dans ma tête, il y a deux raisons. Soit vous le faites de façon traditionnelle pour les effets métaboliques qui sont toujours là, A1C, perte de poids, tension artérielle, ou bien vous le faites pour la protection cardio-rénale sans égard à l'A1C. En fait, ce n'est pas du tout relié à l'A1C, la protection cardio-rénale qu'on a vue. Alors, pour en revenir aux lignes directrices que vous avez déjà vues dans la présentation précédente, donc au moins beaucoup du travail a déjà été fait. Elles ont été mises à jour il y a quelques mois, le chapitre de la pharmacothérapie. Donc ici, quand on voit nos patients dans nos cliniques, on va se poser la question, donc deux questions. Est-ce que le statut clinique du patient a changé depuis qu'on a vu le patient? Et l'autre question qu'on va se poser, est-ce qu'on a besoin d'un agent qui va venir baisser l'A1C? Alors, si on commence avec le tableau de gauche, eh bien, on voit que le SGLT2 a vraiment un statut très important dans le changement de statut clinique. Alors, si votre patient vient et puis il appartient à l'une de ces quatre colonnes, il est recommandé de façon indépendante à l'A1C, même si l'A1C est contrôlé et normal, il est important de donner un agent qui va ajouter une protection cardio-rénale. Alors, pour le patient avec maladie cardiovasculaire établie, en vert, c'est des recommandations de grade A. Le SGLT2 est là pour diminuer le MACE de 3 points et en recommandation de grade B pour l'insuffisance cardiaque et la néphropathie. Le patient avec une néphropathie établie, le SGLT2 a un statut surtout pour l'insuffisance cardiaque et la progression de la néphropathie et en grade B pour les événements cardiovasculaires majeurs. Pour l'insuffisance cardiaque, je vous ai montré que les SGLT2 sont les seules molécules qui ont un statut de grade A pour l'insuffisance cardiaque. Et pour les patients seulement facteurs de risque, eh bien, on voit qu'il y a peu de données convaincantes avec les SGLT2, mais au moins, il paraît que au moins, on maintient l'efficacité pour l'insuffisance cardiaque et peut-être aussi pour la progression de la néphropathie. Si on a besoin d'un agent pour seulement baisser l'A1C parce que le patient n'appartient pas à l'une ou l'autre des quatre colonnes, eh bien, les SGLT2 demeurent intéressants du point de vue métabolique parce qu'ils ont une belle puissance A1C et on a une diminution de poids concomitante avec potentiellement un bénéfice cardio-rénal. Alors, quelques considérations cliniques pour terminer. Étant donné qu'il y a plusieurs spécialités maintenant qui commencent à les utiliser, que ce soit nos collègues en néphrologie ou en cardiologie. Donc, quelques points importants. Le premier, c'est que les choses ont beaucoup changé depuis qu'on a commencé à les utiliser il y a 6 ans. Avant, on les utilisait pas, on les initiait pas avec des DFG en bas de 60. Ce n'est plus le cas. Pour l'instant, on peut utiliser tous les ISGLT2 avec des DFG qui sont supérieurs à 30. Et en fait, la canagliflozine, c'est le seul qui, pour l'instant, dans la monographie de produits, on peut le continuer à 100 mg d'IA, même alors que le DFG diminue en bas de 30 pour la protection rénale jusqu'au début de la dialyse. Donc ça, c'est quelque chose de très nouveau, le fait qu'on peut vraiment utiliser avec des DFG beaucoup moindres que ce qu'on connaissait dans le passé. Par contre, rappelez-vous que quand le DFG diminue en bas de 45, les ISGLT2 demeurent cardio-rénoprotecteurs, mais perdent leur effet anti-hyperglycémiant. Quels sont les effets secondaires? Donc, le plus important de loin, c'est les infections génitales mycotiques. C'est important de les traiter, c'est important de faire l'éducation chez votre patient, mais c'est rare que ça devienne un problème à répétition. Moins fréquent, infection urinaire, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, même les études, souvent, il y a une neutralité entre les deux groupes, mais c'est important de noter que certains patients sont peut-être plus à risque.
la diurèse osmotique, l'hypovolémie, l'hypotension et une légère augmentation du LDL qui, maintenant, on sait, n'a pas de répercussions cliniques. Et enfin, les effets secondaires rares, on peut en rediscuter pendant notre discussion, mais c'est l'acidocétose diabétique et les amputations. Et je crois qu'on va en discuter dans la période quand on va présenter certains cas à la fin de ma présentation. Lors des vérifications de routine, assurez-vous que le DFG est supérieur à 30. Si l'A1C est plutôt proche de la normale et le patient prend de l'insuline ou un sécrétagogue, attention, il y a un risque d'hypoglycémie. Considérez une réduction du dosage de la sulfo ou de l'insuline, sachant que peut-être on va potentier l'effet anti-hypoglycémiant des autres agents. Et finalement, il faut bien connaître la tension artérielle et la volémie de votre patient, parce que parfois, il faut réajuster les antihypertenseurs sous-jacents et ou les diurétiques de l'ANS, par exemple, chez nos patients qui sont connus insuffisants cardiaques. Moi, je prends au moins, disons, 2 minutes pour expliquer 4-5 points à mes patients quand je débute un ISGLT2. Je leur explique leur mode d'action, qui vont uriner plus de sucre. Donc, ça va mener peut-être à une fréquence urinaire plus marquée. J'encourage tous mes patients à bien s'hydrater, des habitudes d'hygiène. Je leur donne, des conseils comment traiter les infections mycotiques génitales. Je leur dis de toujours interrompre le médicament en journée de maladie ou en préopératoire et je m'assure qu'ils ont des soins de pied optimaux comme tous les patients avec diabète et de me laisser savoir s'ils ont quelconque lésion au niveau des pieds. Donc, en résumé, pour l'ISGLT2, c'est des antihyperglycémiants avec un profil métabolique favorable, on le savait déjà. Par contre, les études cardiovasculaires et rénales démontrent une protection cardio-rénale importante et maintenant, de plus en plus, même chez les patients qui ne sont pas atteints de diabète. Et les lignes directrices, finalement, se sont mises à jour et maintenant incorporent de tels agents, que ce soit les ISGLT2 ou les GLP-1, dans leur algorithme, non seulement comme des anti-hyperglycémiants importants, mais aussi comme des agents cardio-rénoprotecteurs, et ceci sans égard à l'A1C. Donc, merci beaucoup et on a le temps de prendre vos questions. Parfait, merci beaucoup. Quelques questions à rafale, comme il reste peu de temps. Il y avait une question au sujet de la glycosurie si un patient en présente avant le début des inhibiteurs de SGLT2. Est-ce que ça vient influencer votre approche clinique? Donc, s'il y a une glucosurie avant l'initiation des ISGLT2, c'est parce que le patient est mal contrôlé. Donc, il a un A1C qui est élevé. Parce qu'en fait, chez un patient avec un diabète, s'il est mal contrôlé, son seuil rénal est en fait au-delà il est plutôt genre 12-13. Donc, il faut des glycémies de 13-14 pour avoir une glucosurie. Donc, est-ce que ça influence mon choix? Non, à moins que le patient ait une polyurie à cause du diabète mal contrôlé, puis il est réveillé toutes les heures. C'est peut-être pas le moment de donner un ISGLT2, mais s'il y a juste une glucosurie, il n'y a pas une polyurie marquée, j'ai aucun problème de rajouter un ISGLT2 et de prononcer sa glucosurie. Ensuite, est-ce qu'une protection cardiovasculaire est observée chez un patient qui prend un inhibiteur SGLT2 avec une filtration en dessous de 30 minutes? OK, donc ça, c'est une excellente question. Alors, quand on regarde les études cardiovasculaires, la plupart, les critères d'inclusion allaient jusqu'à 30 de DFG. Donc, on n'a pas de bonnes études avec des DFG en bas de 30, OK? Ceci dit, quand on regarde des analyses de sous-groupes avec différents DFG dans les études cardiovasculaires, peu importe le DFG de départ, la protection cardiovasculaire est identique. De plus, dans l'étude Credence, qui est l'étude de canagliflozine, qui est l'étude rénale de canagliflozine, on avait des issues secondaires cardiovasculaires. Et dans cette étude, on a vu, donc ça, c'est une étude qui, étant donné que l'étude continuait jusqu'à soit la mortalité, soit le début de la dialyse, donc l'insuffisance rénale terminale, il y avait plein de patients qui avaient des DFG en bas de 30 au courant de l'étude. Et en fait, c'est une étude qui était significative pour la diminution d'événements cardiovasculaires majeurs. Donc, je crois que de façon indirecte, je pourrais répondre à la question qu'il semble avoir de l'évidence que peu importe le DFG, même en bas de 30, on semble avoir une protection cardiovasculaire.
même si l'effet glycémique est presque nul avec un DFG en bas de 30.